Bienvenue sur Ahlul Nour. Bienvenue sur Ahlul Nour. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Ahlul Nour Podcast, le podcast dédié aux musulmans francophones. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monia et on va discuter ensemble et voir comment se préparer au mieux physiquement pour le mois de Ramadan. Assalamu alaikum Monia, bienvenue sur le podcast. Alaykoum salam, merci beaucoup. Merci de ton invitation. Mais c'est moi qui te remercie d'avoir accepté cette invitation très rapidement afin que l'on puisse tous bénéficier de tes conseils durant ce mois béni, Inch'Allah. Parce qu'il nous reste que 2 semaines. Oui, le temps passe vite. C'est ça, en fait, ça passe super vite et du coup, voilà, c'est pas vraiment facile de pouvoir se caler un petit interview comme ça, un petit podcast. Mais merci encore d'avoir pris de ton temps et pour les auditeurs. Ouais, c'est vraiment un plaisir en tout cas. Que vouloir de plus dans ce cas? Monia, tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs? Oui, alors je m'appelle Monia, j'ai 32 ans, je suis docteur en pharmacie et je suis maman de 2 enfants. Donc un petit garçon de 7 ans et une fille de bientôt 5 ans. Et donc quand j'ai eu mon fils, en fait, j'ai pas réussi à reprendre le travail. J'ai souhaité rester avec lui. Du coup, j'ai fait une pause, on va dire, professionnelle et je suis restée à la maison m'occuper de mes enfants le temps qu'ils retournent à l'école. Et du coup, là, c'est chose faite, ils se retournent à l'école. Et moi, j'ai repris mon travail en tant que pharmacien d'officine depuis un peu plus d'1 an. Et pourquoi je vous raconte ça, en fait? Parce que c'est le point de départ de la création de mon compte Instagram. Donc, je suis aussi créatrice de contenu. J'ai un compte, donc Pharma Mama, où je partage justement des conseils santé, ma vie de maman. C'est vraiment, en fait, le travail me manquait un petit peu finalement et j'avais besoin de garder un pied dans mon métier, de continuer à conseiller les gens et moi aussi de rester un petit peu à la page des nouvelles choses. Donc voilà, donc pharmacienne, maman et créatrice de contenu. D'accord, en fait, c'est le déclic, tu l'as eu après avoir eu les enfants, en fait, c'est ça? Tu t'es dit, j'ai envie de partager quelque chose avec les gens et tu as utilisé du coup la plateforme Instagram? C'est ça, en fait, j'ai toujours été occupée avec mes études, donc j'avais toujours quelque chose à réviser, à apprendre. Donc après, j'avais ma thèse à faire. Donc quand j'avais mon fils, je faisais ma thèse et en même temps, je travaillais un petit peu en pharmacie. Et une fois que j'ai terminé ma thèse, et puis ensuite, je suis restée à la maison avec lui, donc je ne travaillais plus, bah, ça m'a fait un vide, en fait. J'avais besoin de continuer à lire des choses, à apprendre et aussi en fait, à partager ce que je savais et à essayer de conseiller les gens comme je pourrais le faire au comptoir. Et voilà, du coup, ça a été un peu ce déclic-là. Et j'avais besoin, en fait, de garder un pied dans mon travail, même si je ne pouvais pas retourner tout de suite au travail. Et du coup, j'ai essayé de le faire un petit peu via ma plateforme Instagram, qui sert aux gens, mais qui me sert aussi à moi. Ça me sert à moi, enfin, de continuer à réviser, en fait, de pas perdre certains réflexes, certains conseils. D'accord, oui, surtout qu'en fait, en tant que pharmacienne aussi, je suppose que tu dois être à jour aussi par rapport aux nouveautés, même dans le domaine du médicament, etc. C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, on doit constamment se mettre à jour. Et du coup, bah, d'avoir fait ça, en fait, d'avoir créé mon compte Instagram, au départ, je faisais vraiment moi pour approfondir mes connaissances. Parce que dès que je traite d'un sujet, bah, je faisais mes recherches de mon côté. Et là, je me rends compte maintenant que j'ai repris le travail, donc ça fait un peu plus d'1 an, et bah, que ça a vraiment été positif pour moi, en fait. Tout ce qui est conseil au comptoir spontané, sans ordonnance, je suis très à l'aise dessus, malgré ma longue pause, en fait, où j'ai pas travaillé. Et puis après, tout ce qui est médicaments, ça, j'ai dû quand même me remettre un petit peu à jour, réviser avant de pouvoir reprendre. D'accord, d'accord. Donc oui, Monia, en fait, elle a une page Instagram qui est vraiment très intéressante. Je vous conseille de jeter un coup d'œil. C'est pharma.mama avec 2 A à la fin. C'est vraiment, c'est via cette page d'ailleurs que j'ai découvert Monia et on a commencé donc à planifier ce podcast. Il y a vraiment du contenu très intéressant qui est surtout vraiment spécialisé dans le domaine, j'ai envie de dire, un peu pharma, mais aussi un peu nutritionnel, j'ai envie de dire, non? Oui, puis surtout tout ce qui est approche naturelle. Parce que aussi quand Thérapeutique, ouais, ouais, ouais. voilà, en fait, quand j'ai commencé à regarder un petit peu Instagram, je tombais sur des comptes où il n'y avait pas forcément des conseils. C'est pas exactement les conseils que j'aurais donnés moi. Moi, j'avais besoin plus d'une approche plus naturelle, faire attention aux compositions, par exemple pour les enfants, qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens, par exemple, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, donc je vous raconte un petit peu ma vie, mais c'est vraiment pour bien comprendre le pourquoi du comment, pourquoi j'ai créé ce compte-là, pourquoi Pharma C'est Mama. très Et intéressant, hein. Et en fait, par rapport, justement, tu dis que je trouvais pas le contenu que je voulais ou le contenu adapté. En quoi ton contenu diffère des autres Instagrammeuses, par exemple?
Après, maintenant, ça s'est quand même plus développé. Donc, il y a beaucoup de comptes qui vont être un peu Mhm. similaires aux miens, on va dire. On fait attention vraiment à cette approche naturelle. Mais moi, c'est vraiment ça, en fait. Par exemple, quand je vais conseiller une crème, je sais pas, moi, pour l'eczéma des enfants, euh, je vais essayer d'avoir vraiment de cibler des marques plutôt naturelles avec pas d'actifs controversés. Et ça, en fait, c'est une liberté que j'ai eue avec Instagram et en faisant mes recherches toute seule. Parce que quand tu travailles dans une pharmacie, tu es un peu limité aux produits que la pharmacie propose. Et du coup, là, ça m'a permis en fait d'élargir en fait mon champ de vision et de vraiment être libre dans mes conseils et puis voir en fait tout ce qui existe sur le marché. Voilà, donc ça a vraiment été formateur. Et il n'y a pas de conflit d'intérêt, justement, étant donné que tu es pharmacienne et que de ton côté, tu proposes peut-être des produits qui ne se vendent pas en pharmacie. Est-ce que tu es libre à ce niveau-là? Bah après, moi, mon compte, c'est un compte personnel, hein, D'accord. c'est pas le compte d'une pharmacie. Mhm. Donc voilà, je donne mon avis, je partage mes conseils et puis voilà quoi. Donc c'est pas voilà, c'est pour ça que je partage aussi ma vie de maman, des choses un peu plus personnelles. Par Mhm. exemple, là sur le Ramadan, je partage un petit peu voilà des choses par rapport au Ramadan, mais qui n'ont rien à voir avec la pharmacie. Parce que je suis avant tout une page perso, je suis pas une pharmacie, je suis Pharmamama, enfin c'est Monia qui est derrière. D'accord, d'accord. Oui, c'est très intéressant en fait que tu puisses aussi partager ce côté de maman au foyer, mais aussi bah, de femme active justement, hein, dans la vie active qui travaille tous les jours et t'essayes d'allier les deux. J'ai vu que voilà, tu donnes beaucoup de conseils aussi, comment aussi gérer son planning. Donc il y a pas mal de choses en vrai. T'essayes de d'élargir vraiment tous les champs. Bah, j'essaye en fait, j'essaye de donner des conseils sur ce qui me parle. Par exemple, quand j'étais enceinte, bah, c'est vrai que je donnais beaucoup de conseils sur la grossesse, puis après pareil sur le postpartum. Bon, je le fais toujours, hein, j'essaye toujours de conseiller du coup les mamans, c'est vraiment le cœur, on va dire, de mon compte. Mais voilà, j'essaye de parler en fait de tout ce qui concerne ma vie, mais qui peut être utile à d'autres mamans qui sont dans le même cas que moi. D'accord. Et ce compte, tu l'as créé quand à peu près? Tu sais, ça fait combien de temps que t'es dessus? Oui, je l'ai créé, donc mon fils, il devait avoir moins d'un an, donc ça devait être en 2019, il me semble. 2019, donc Ouais. d'accord, donc t'as pas mal d'ancienneté aussi. Oui, J'ai vu que t'as à peu près 30 000 abonnés, donc c'est pas mal. Franchement, oui. c'est très très bien. Bah, j'ai fait pas mal de grandes pauses, par exemple pendant ma grossesse, ma deuxième grossesse qui était un peu compliquée, il faut gérer les enfants. Du coup, j'ai fait pas mal de grosses pauses. Voilà, mais là, j'essaye de revenir un peu plus régulièrement, d'être un peu plus active. Oui, je vois quand même que tu essaies de mettre du contenu de façon bah, au quotidien, j'ai l'impression. Hein. Tu essaies vraiment d'alimenter la page. C'est très très bien, franchement, d'après ce que j'ai pu voir en tout cas. Voilà, j'essaye, mais en tout cas, voilà, ma priorité, ça reste toujours les enfants, ma vie, en fait, ma vraie vie. Mais j'essaye quand même de prendre du temps pour partager sur mon compte. Bah, en tout cas, c'est très intéressant de voir voilà, ce genre de compte Instagram et pas des comptes, voilà, à chaque fois. Oui, je partage ma vie, mais tu vois, tout ce qui est beauté, je sais pas moi, vacances et voilà, bouffe, nourriture, Oui. voilà, vraiment, parce que ça pilule tellement de comptes en fait comme ça qui sont pas forcément qui vont pas nous apporter vraiment quelque chose en fait, ni du point de vue intellectuel, ni du point Mm. de vue santé, tu vois. Oui. Donc alhamdoulilah qu'il y a des comptes un peu comme toi qui nous permettent d'en apprendre plus sur notre santé, sur la façon de vivre sainement, etc. Bah, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Franchement, c'est très intéressant au moins que tu puisses fournir quelque chose à la communauté, alhamdoulilah. Bah, j'essaye en tout cas à chaque fois que je partage quelque chose, des fois je veux raconter quelque chose sur ma vie, mais je me dis mais est-ce que ça va être utile à d'autres personnes? Donc j'essaye de partager en me disant voilà ça va servir à quelqu'un. Et puis en général j'ai toujours des retours, ils me disent ah oui là c'est une bonne idée ce que tu partages. Enfin, j'essaie vraiment voilà que ce soit des partages utiles et pas juste pour raconter ma vie. Oui, c'est très bien. En fait, tu te remets en question quand même. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup que je publie ça? C'est pas en mode, oui, j'ai rien à faire, je vais publier ça, tu vois. Oui, Voilà. c'est vrai que là, derrière, quand même, il y a une éthique. C'est très bien, franchement. C'est vrai que voilà, les gens, on va dire, que ne pensent pas vraiment à ça, tu vois. Est-ce que ce que je vais publier, ça va vraiment être utile ou c'est juste pour publier, tu vois, pour pas laisser la page vide. Donc, c'est très bien que tu puisses déjà penser à ça, en fait. Bah, merci beaucoup pour tes encouragements en tout cas, ça Bah me motive. franchement, oui, c'est ce que j'ai vu de ta page. Franchement, c'était très intéressant et bah, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et donc, maintenant qu'on a vu, on a fait cette longue introduction et qu'on sait qui Voilà. est vraiment Monia, c'est quoi qui te motive comment alors préparer en fait, surtout, pourquoi est-il important de préparer son corps avant l'arrivée du mois de Ramadan? Et ben comme on prépare son environnement pour ce mois, on décore la maison, on prépare en avance la vaisselle, on planifie les repas.
le côté spirituel aussi, et ben c'est important aussi de préparer son corps. On n'y pense pas forcément. Le mois de Ramadan, en fait, il a des bienfaits sur plein de pans de nos vies, que ce soit le côté physique, le côté spirituel. Vraiment, il est bénéfique pour plein de choses dans notre vie. Et nous, ce qu'on doit faire, on doit faire en sorte qu'il ait un impact positif sur un maximum de choses. Donc, c'est le mois du Coran. Donc, on doit mettre l'accent sur la spiritualité, mais c'est aussi le mois du jeûne. Donc, c'est l'occasion vraiment de faire un reset, entre guillemets, de repartir un peu sur des bases saines au niveau physique. Donc, c'est important d'y penser et de préparer tout ça en amont. De pas débarquer comme ça au moment du Ramadan et de ne pas avoir fait un travail en amont pour que le jeûne qu'on va faire pendant ce mois-là ait un maximum de bienfaits pour notre corps. Non, mais c'est exactement ce que tu dis en fait. T'as dit d'y penser en fait. Penser à préparer son corps. C'est vrai que quand on était beaucoup plus jeune, on n'y pensait pas. Et personne nous conseillait de Mm. préparer son corps. Tu vois, c'était le mois du Ramadan, on l'attaquait comme ça, quoi, sans rien avoir préparé. C'est ça. C'était au feeling. Donc là, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très important. Au moins d'y penser à préparer son corps, c'est déjà, tu vois, le fait de mettre un effort, tu vois, intellectuel à la préparation de son corps. Je pense déjà, c'est un bon début. Et voilà, pour en profiter justement pleinement, parce que sinon, voilà, ça sert pas à grand chose si on n'en profite pas et que on passe son temps à penser à sa faim et à sa soif, tu vois. C'est vrai C'est que ça. ça vaut pas le coup. Et pendant cette préparation, en fait, pour le mois de Ramadan, comment en fait cette préparation peut-elle aider à maximiser justement les bienfaits spirituels, mais aussi physiques et mentaux de ce mois béni en fait? Alors en fait, tout le physique, le mental et la spiritualité, tout est lié. Quand on prépare son corps au Ramadan, indirectement, on va préparer également sa spiritualité et son mental. En fait, le jeûne, il va avoir plusieurs effets sur le corps. Un des effets principaux, ça va être la détoxification. Donc on accumule au cours de notre vie, au cours de l'année, au cours des jours, on va accumuler en fait des toxines et des toxiques. Et le corps, il sait très bien s'en débarrasser tout seul. Donc on a des organes qu'on appelle les organes émonctoires, par exemple le foie, les reins, la peau, les poumons, qui vont justement avoir comme objectif de détoxifier le corps, donc d'évacuer toutes ces toxines. Et pendant le jeûne, cet effet-là va s'accélérer. On va avoir une détoxification qui va être plus intense. Donc, une détoxification qui va être plus intense, mais qui va avoir aussi des effets secondaires. Par exemple, si on a beaucoup de toxines à évacuer, on va avoir des effets secondaires qui sont dus justement à cette détox, comme par exemple les maux de tête, la fatigue, l'irritabilité, des douleurs musculaires. Donc tout ça, on a un moyen en fait de les limiter, c'est vraiment de se préparer à cette détoxification. Donc avant le mois de jeûne, c'est important de préparer son corps pour que justement cette détoxification soit moins brutale. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va commencer par limiter l'apport en nourriture. On va essayer de manger moins en quantité, mais surtout de manger mieux. Donc on va essayer d'éliminer tout ce qui est produits ultra transformés, tout ce qui est trop gras, trop sucré. Tout ça, on va essayer de le réduire avant d'entrer dans le mois de jeûne pour pas que ça se fasse de façon trop brutale. Parce que si on passe de tout à rien d'un coup, et surtout de tout en quantité excessive, ou alors juste de mauvaise qualité, et qu'on passe ensuite à rien du tout pendant toute la journée de jeûne, et ben c'est assez brutal pour le corps. Et du coup, les premiers jours de Ramadan vont être assez difficiles. Je pense qu'on a déjà tous vécu ces premiers jours où on se sent vraiment fatigué, on a mal à la tête, vraiment, on sent que c'est dur pour le corps. Et bien, le fait de se préparer avant, ça va nous permettre de mieux vivre ces premiers mois de Ramadan, ces premiers jours, pardon, de Ramadan. Et également, le deuxième bienfait, ça va être que le jeûne va permettre une détoxification plus en profondeur. Donc, le fait d'avoir commencé le travail en amont, de commencer une certaine détoxification avant d'entrer dans le mois de jeûne, et bien, quand on est pendant le jeûne du mois du Ramadan, le corps, il aura le temps, en fait, de se détoxifier plus en profondeur et pas de faire seulement, on va dire, de façon superficielle, donc d'éliminer toutes les toxines qu'on a en excès. Donc, je sais pas si c'est clair Oui, oui, c'est très bien ce en que je te fait. raconte. Tu nous parles donc de l'effet du jeûne sur le corps, qui est très très important. Et en fait, est-ce qu'on a des statistiques ou des études justement qui prouvent qu'au bout d'un mois, en fait, eh ben, notre corps, en termes de toxines, en termes de bien-être, en fait, qu'il est beaucoup mieux, qu'il s'est débarrassé de la majorité de ces toxines, par exemple. Et ben, je sais pas s'il y a des études ou des statistiques, mais je pense qu'il doit y en avoir. Il faudrait que je regarde.
Mais déjà, par exemple, juste une seule journée de jeûne, Ouais. on va accentuer en fait la détoxification. Mhm. Donc le fait de le faire sur un mois, eh bien logiquement, on va avoir plus d'effets. Parce qu'en fait, pendant le jeûne, le système digestif, il est au repos. Donc du coup, et le système digestif, il demande beaucoup d'énergie. C'est ça. Donc toute cette énergie-là, elle va être utilisée vraiment pour détoxifier le corps en profondeur. Mais attention, si on passe la journée de jeûne, donc on fait notre jeûne dans la journée, le corps va se détoxifier, mais que le soir, on apporte de l'alimentation en excès ou une mauvaise alimentation avec encore des produits ultra transformés, pleins de sucre, eh ben, on repart pas à zéro, mais on perd en fait un petit peu les bénéfices du jeûne parce on va apporter trop de travail au corps. Le corps va devoir digérer tout ça, il va devoir détoxifier tous ces nouveaux additifs qu'on va lui apporter, voilà, tout ce qui va pas. Et du coup, voilà, pour avoir vraiment un effet euh, maximal, on va dire, au niveau de la détoxification et des bienfaits sur le corps, c'est important quand même que le mois de Ramadan, on le voit dans sa globalité, mais pas que dans la journée. Ça veut dire que même le soir, il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange à la rupture du jeûne, à ce qu'on mange pendant toute la nuit, pour pas surcharger encore notre corps de toxines. Le mois de Ramadan, c'est un mois complet et il faut pas penser uniquement de façon journalière au jeûne et le soir, on se lâche en fait à l'ouverture du jeûne pendant l'iftar et c'est vrai que c'est une erreur que font beaucoup de personnes en fait. Ils se disent Mm. toute la journée, j'ai pas mangé, voilà, j'ai le droit de me faire plaisir et non en fait parce qu'on surcharge le corps comme tu as dit et ce n'est pas très bon. Mais en fait, par rapport, j'ai une question justement. Étant donné que le corps, il doit s'adapter voilà, des 2-3 premiers jours à changer en fait, parce au lieu de puiser son énergie dans les glucides, elle va les puiser dans les graisses. Et donc ça, justement, en fait, ça apporte pas énormément de fatigue. Et ben, au début, oui, les premiers jours, ça apporte de la fatigue, mais après, le corps, il est très bien fait et après, le corps, il s'adapte. Donc, c'est pour ça que les premiers jours de jeûne, on va être plus fatigué. Il y a plein de raisons à ça. Et ça, c'est une des raisons, du coup. Mais, surtout, en fait, si on consomme beaucoup de sucre, le cerveau, il est habitué à cet apport en sucre. Et si on le coupe, du coup, l'arrivée en sucre et qu'on va l'épuiser dans les graisses, le cerveau, il n'aime pas trop et on peut avoir des maux de tête et de la fatigue. Mais après, il s'habitue et du coup, les jours suivants, une fois que le corps s'est adapté à ce nouveau mode d'alimentation, eh bien, ça se régule et on se sent moins fatigué. Et en parlant de graisse, justement, en fait, qu'est-ce que tu as à dire par rapport au fait que bah, il y a cette idée fausse qui circule, c'est que les gens pensent que pendant le mois du Ramadan, bah, on va perdre du poids, mais en général, on prend du poids. Oui, Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as à dire exactement? et ben, tout dépend en fait de comment on s'alimente le soir. En fait, le jeûne va avoir plusieurs effets sur le corps. Un des effets, ça va être d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, notre corps va réussir à mieux capter le sucre qui circule dans le sang. Donc ça va aider à avoir une meilleure énergie, etc. Mais aussi, quand on est en période de jeûne, après, quand on mange, le corps, il va avoir tendance à plus stocker. Comme on l'a privé toute la journée, et ben, quand on lui apporte des aliments, il va avoir tendance à plus stocker. Donc, si le soir, au moment de la rupture du jeûne, vous mangez beaucoup de choses très riches en sucre, très riches en mauvaise graisse, et ben, le corps va les stocker. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça il y a des personnes qui prennent du poids pendant le ramadan. D'accord. Donc, si on a une alimentation saine et qu'on mange des aliments vrais, qu'on limite un petit peu cet excès de sucre, qu'on mange sainement, en fait, et ben là, oui, on peut observer une perte de poids. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait justement de fatigue, mais comment adapter son alimentation avant le Ramadan, justement, pour éviter les coups de fatigue les premiers jours? Oui, donc comme on disait, en fait, la fatigue, elle va avoir plusieurs causes. Donc la fatigue qu'on va ressentir les premiers jours, souvent, elle va être due à l'effet de détoxification. Comme cette détoxification, elle s'intensifie, eh bien, ça fatigue en fait l'organisme. C'est pour ça, par exemple, tout ce qui est les cures détox, il y a plein de cures détox différentes. Mhm. Donc c'est déjà celles qu'on fait en limitant l'alimentation, mais aussi toutes les cures qu'on peut trouver en pharmacie. Il y en a plein différentes, à des dosages différents, mais ils ne sont pas tous adaptés à tout le monde. Selon son état de santé, son état de fatigue, la détox peut être trop forte et du coup affaiblir un petit peu le corps. Donc, pour limiter cette sensation vraiment de fatigue des premiers jours, c'est important d'avoir une cure détox avant. Donc, quand je dis cure détox, c'est deux choses. On peut faire une cure détox avec des plantes quelques semaines avant le ramadan qui sera adaptée au cas par cas. Donc ça, il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas de contre-indication. Mhm. On peut le faire avant le ramadan pour aider son corps justement à éliminer plus de toxines.
Mais surtout, ce qui est important de faire, c'est de limiter l'apport de toxines, de toxiques, donc en faisant attention à son alimentation avant le ramadan. Donc le fait de diminuer son alimentation et d'enlever surtout tout ce qui est aliments ultra transformés, on va avoir cet effet détox avant le mois de jeûne. Et du coup, quand on entre dans le ramadan, on aura moins, cette détoxification va être moins brutale. On l'aura déjà fait un petit peu avant. Et du coup, ça va limiter la fatigue des premiers jours. Donc ça, c'est une des causes de la fatigue qu'on va ressentir. Donc faire une détoxification avant. Donc les conseils au niveau des repas, ça va être de manger des bonnes protéines. Par exemple, œufs, poissons, légumineuses, de la viande maigre. Attention à la viande rouge, qui est assez difficile à digérer, qui va demander beaucoup d'énergie et beaucoup de temps au niveau de la digestion. Apporter plus de céréales complètes, Mhm. plus de fibres. Voilà, donc c'est des conseils un peu généraux, mais du coup qui sont essentiels juste avant le mois de jeûne. Et surtout, bien boire beaucoup, parce que la déshydratation provoque aussi de la fatigue. Donc bien s'hydrater même avant le mois de Ramadan. Et une autre chose aussi, donc on parlait de la consommation de sucre. Le fait de diminuer sa consommation de sucre, ça va avoir un effet sur la fatigue. Ça va provoquer une sensation de fatigue et des maux de tête. Il y a aussi une deuxième chose, ça va être la consommation de caféine. Mhm. Donc pour toutes les personnes du coup qui consomment beaucoup de café, ça va être important de faire un sevrage avant le mois de Ramadan. Parce que si on est habitué à consommer beaucoup de café et que du jour au lendemain, du coup, on entre en période de jeûne et du coup, on n'aura plus cet apport en caféine, et ben, on va ressentir plus de fatigue et ces effets de sevrage. Donc, ça va être les maux de tête, l'irritabilité. C'est ça, oui. Oui, oui, les premiers jours de Ramadan, en général, pour ceux qui consomment beaucoup de café, c'est Oui, difficile à ce niveau-là. En fait, c'est le manque de caféine. Voilà, c'est le mal de tête, etc. C'est vrai que c'est pas facile à gérer. Donc, oui, tu nous conseilles, par exemple, de diminuer la quantité de café qu'on boit par jour, par exemple, pour nous aider à surmonter ça? c'est ça. Donc, ça fait partie de la préparation au mois de Ramadan. C'est d'essayer de quantifier combien de verres de café je bois par jour. Mhm. Et petit à petit, de diminuer. Donc, tout dépend de sa consommation. Si on en consomme vraiment beaucoup, ça va être important de le faire assez en amont pour que ce soit progressif. Voilà, pour diminuer progressivement sa consommation de café, pour que quand on rentre dans le mois de Ramadan, cet arrêt d'apport de caféine soit moins brutal. Et un autre petit conseil, ce qu'on peut faire aussi, ça va être de remplacer par exemple le café par du maté. Donc Mhm. le maté, ça va être riche en caféine, moins que le café, mais surtout, on va pas avoir le pic de caféine qu'on observe quand on boit du café. Donc quand on boit du café, on va avoir un pic de caféine qui diminue assez rapidement. Du coup, c'est excitant. Mhm. Ça nous donne de l'énergie, mais c'est vraiment excitant, mais ça retombe assez vite. Donc, c'est pour ça qu'après, on a besoin de reconsommer encore du café pour avoir cet effet énergisant. Alors qu'avec le maté, cette libération de caféine, elle se fait vraiment de façon plus progressive. Donc, on va pas avoir ce pic de caféine et surtout, on va avoir une énergie qui est plus durable. Donc, D'accord. voilà, donc c'est bien d'en consommer avant le ramadan pour essayer de se sevrer au café. D'accord. Et c'est aussi bien d'en consommer, par exemple, pendant le ramadan, au suhoor, pour avoir une énergie plus durable sur la journée. Et puis après, par exemple, si on veut veiller la nuit, pour les tarawih, pour les derniers jours de mois de ramadan, on essaye de veiller en prière, on peut aussi consommer du maté, le soir pour justement garder une énergie, mais sans être excitant. Et, euh, et voilà, que l'énergie soit plus durable. D'accord, tu nous conseilles donc de remplacer le maté, le café par le maté en fait, justement pour pouvoir en bénéficier plus en fait de cette énergie sans être pour autant excité. Voilà, ça peut aider. D'accord, d'accord. Et maintenant qu'on a parlé de l'alimentation, comment ajuster son sommeil en fait, plutôt le rythme de sommeil, comment on peut mieux le gérer pendant les changements, notamment pendant le mois de Ramadan, comme tu le sais, il y a la prière de Tarawih qui se fait assez tard. Ensuite, il y a le fait qu'on se réveille pour le sahur. Et ensuite, que le fait qu'on se rendort juste après pour se réveiller parfois à peine une heure après, parfois 45 minutes après. Parfois, certaines personnes, bah, après le sahur, ils partent directement au boulot. Donc, comment ajuster tout cela en fait? Oui, alors ça, c'est un vrai challenge parce que moi, je trouve que plus que la sensation de faim ou de soif, parfois, c'est vraiment la fatigue due au manque de sommeil Mhm. qui est difficile à gérer. Bon, là, alhamdoulilah, on a de la chance, on arrive dans les périodes de l'hiver, du coup, C'est ça. où où l'iftar va être assez tôt et où surtout le suhoor
et assez tard. Mhm. C'est pas très tôt comme on l'a vécu pendant l'été. Donc à ce niveau-là, je pense que ça va. Là, on est quand même, on est assez facilité comparé aux années précédentes où on a vécu l'été. Oui, Mais un petit conseil que je pourrais donner donc pour nous aider, c'est pareil du coup de se préparer en amont. On n'attend pas le dernier moment. Donc par exemple, si vous avez l'habitude de vous coucher tard, ça va être important d'essayer de se coucher un peu plus tôt. On commence par exemple 2 semaines avant le Ramadan. Chaque soir, on se couche un quart d'heure, une demi-heure plus tôt pour vraiment être en forme et se sentir en forme le matin quand on se réveille. Et pareil, le matin, d'essayer de se lever un peu plus tôt pour s'habituer en fait avant le Ramadan. Donc voilà, donc de faire ça en amont, ça permet de commencer déjà le mois de jeûne en forme, parce que l'erreur qu'on fait aussi, ça va être les jours avant, on se prépare, on fait un peu tout à la dernière minute, et du coup on se couche tard, mhm. et on commence le Ramadan déjà fatigué. Donc c'est important de commencer à faire ça avant d'entrer en période de jeûne, pour vraiment commencer en forme. Et ce qu'on peut faire aussi pour pallier à ce manque de sommeil, si on n'a pas notre nombre d'heures nécessaires par nuit, ça va être de faire des petites siestes dans la journée. D'accord. Donc voilà, 20 minutes, une demi-heure maximum. Il ne faut pas que la sieste soit trop longue, parce que du coup, si on dort trop, on va vraiment entrer en sommeil profond et du coup, c'est l'effet inverse. On va se sentir vraiment très fatigué. Et surtout, après, le soir, on va avoir du mal à s'endormir tôt. Et on retombe du coup dans ce cercle vicieux, dormir tard, se réveiller tôt, on est Mhm. fatigué, on dort plus la journée. Donc voilà, essayez de faire des siestes 20 minutes, une demi-heure. Et si vous pouvez pas parce que vous travaillez, vous n'avez pas assez de pause, ou vous n'avez pas le temps, ou je ne sais quoi, même des micro-siestes. Donc 10 minutes, 5 minutes, voilà, de se reposer un petit peu, et ben ça aide quand même à retrouver de l'énergie, à avoir un regain d'énergie pour terminer sa journée. Effectivement, en fait, on voit vraiment la différence quand on fait ces micro-siestes, même si c'est par exemple dans la voiture, hein, rien que le fait d'être, voilà, on ferme les yeux pendant 10-15 minutes, on voit une grande différence en fait sur le cours de la journée. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ces siestes pour ceux qui le peuvent, ceux qui ne le peuvent pas, bah, micro-sieste. Mais de toute façon, normalement, vous avez votre pause de midi pour manger, donc autant en profiter en fait pour faire une petite sieste. C'est ça. Et voilà, pour pouvoir profiter en fait. Encore une fois, le but ici, c'est de pouvoir profiter de son mois de Ramadan. C'est pas pour faire une sieste en fait, pour oublier qu'on jeûne et faire passer le temps. C'est vraiment un point très important Oui. qu'on a peut-être oublié de souligner. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Quand on est bien physiquement, donc le fait de préparer son corps physiquement, ça va aider aussi pour le moral. Donc, ça va aider au niveau du stress, au niveau de la gestion des émotions. Quand on manque de sommeil, qu'on est crevé, on va être beaucoup plus irritable. Et du coup, Mm. ça va être compliqué à gérer dans la journée. Et aussi, par exemple, on va être moins concentré. On va être moins concentré dans les prières. On va être moins concentré dans la lecture du Coran. On va commencer à lire, on va commencer à piquer du nez, à s'endormir parce on manque de sommeil. Du coup, c'est C'est pour ça ça. que c'est important de bien préparer son corps, de bien gérer au niveau physique, pour que derrière, on puisse être efficace au niveau spirituel et au niveau mental aussi. Voilà, mieux gérer le stress, mieux gérer les émotions, enfin, tout est lié. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger un aspect pour un autre. Il ne faut pas se dire, par exemple, allez, cette nuit, je vais veiller toute la nuit, demain je travaille, tant pis, par exemple. Et puis le lendemain, on Mhm. est complètement crevé et on n'arrive pas à assumer. Et du coup, on n'arrive pas à aller au bout du mois de Ramadan en étant efficace. Oui, c'est très important en fait ces conseils que tu donnes et il faut vraiment faire très très attention. Et donc pour cette préparation justement en amont, est-il conseillé de jeûner quelques jours avant justement pour habituer son corps? Et ben complètement. Ça permet justement, bah, comme tu le dis, au corps de s'habituer, de mieux s'adapter et donc que ce soit moins brutal pour le corps. Donc ça facilite en fait la transition. Donc ce changement d'habitude, il se fait plus progressivement. On peut faire les jours blancs, on peut jeûner le jeudi, on peut jeûner le lundi. Donc ça, oui, c'est une bonne idée et ça aide aussi psychologiquement. Ça va nous aider à mieux gérer la faim, à mieux gérer la soif et ça va aussi aider le corps à faire une détox avant d'entrer au mois de Ramadan. Donc on va à chaque fois, en fait, régulièrement purifier, on va dire, son corps, l'aider à éliminer les toxines et du coup accumuler moins de toxines avant d'entrer au mois de Ramadan. Donc oui, c'est une très bonne idée de commencer à jeûner quelques jours avant. Donc le faire de temps en temps régulièrement, c'est une très bonne idée. Tu parlais de défis psychologiques, mais quels sont les défis psychologiques les plus courants et comment s'y préparer justement pendant ce mois? Eh bien, ça peut être la gestion des sautes d'humeur.
de l'irritabilité, de la nervosité. Et ça, on le voit encore plus, par exemple, chez les personnes qui vont être dépendantes. Par exemple, la dépendance au sucre, la dépendance au café, la dépendance au tabac. Donc tout ça, donc à partir du moment où on a une dépendance, et ben quand on arrive au mois de jeûne, ça va avoir un impact justement sur le psychologique. Et ça, c'est important du coup de travailler dessus avant. Donc ça rejoint tous les conseils qu'on a déjà dit. Donc essayer de réduire la consommation de café, de sucre avant l'entrée en mois de jeûne pour que le sevrage ait moins d'impact sur le psychologique. Mhm. Ensuite, on va avoir la fatigue aussi qui est due aux courtes nuits, qui va augmenter notre sensibilité au stress. Donc quand on dort pas bien, quand on dort pas suffisamment, on va être plus stressé, on va être plus Mhm. nerveux. Donc ça, c'est important aussi de bien dormir. Et une chose aussi qu'on n'a pas dit, qui est important, donc justement pour cette bonne santé physique et pour aider à maximiser les bienfaits du jeûne, et aussi du coup à mieux gérer psychologiquement, ça va être d'avoir une activité physique. D'accord. Donc ça, c'est important de bouger au quotidien en fait. Ça a vraiment un impact sur le moral qui est énorme. Et du coup, si vous êtes déjà sportif, c'est bien de garder une activité physique pendant le ramadan. Et si vous ne l'êtes pas, eh ben, c'est bien d'essayer d'instaurer une petite activité physique, donc déjà bien avant de commencer le mois de jeûne, et de la conserver pendant le ramadan sans que ce soit trop intense. On n'a pas besoin, enfin, je vous dis pas d'aller faire un footing en jeûnant, mais voilà, juste voilà, d'avoir une petite activité physique, ça permet en fait à l'esprit de se sentir mieux. Ça agit pas seulement sur le corps, mais ça permet aussi de mieux gérer le stress. Donc c'est important pour le psychologique et du coup, comme on disait, ça va être important indirectement aussi pour la spiritualité parce qu'on va mieux se sentir de façon globale. C'est vrai qu'on a tendance, pour ceux qui travaillent dans des bureaux, etc., qu'on a tendance à se sentir fatigué au niveau, voilà, au niveau du cerveau. Mais notre corps est en pleine forme, en fait. C'est ça le problème, Oui, parce qu'on travaille assis, on bouge pas, et on a besoin donc d'un peu de dépenser cette énergie physique. c'est ça. En fait, le corps, il n'est pas fatigué, mais il n'est pas en pleine forme, Mhm. justement, si on reste sédentaire. Il n'est pas fatigué, il a de l'énergie, mais il n'est pas en forme parce que, justement, on ne bouge pas assez. Donc, c'est important quand même d'avoir... 'fin, ça, on le ressent tous, par exemple, si vous allez faire une bonne séance de sport, même si vous êtes fatigué avant, comme tu dis, en général, c'est surtout de la fatigue mentale. Et même si c'est de la fatigue due à un manque de sommeil ou quoi, donc quand on finit une séance de sport, en général, on se sent bien, on se sent toujours mieux. Voilà, donc ça a un impact vraiment sur le mental. Enfin, je vous dis ça, mais c'est vrai que moi, j'ai un problème, je suis pas assez active, mais je sais que c'est important. Donc, heu, donc voilà, c'est vraiment un conseil que je me donne à moi-même en premier. C'est vraiment que c'est important d'avoir une activité, voilà, de bouger, ne serait-ce que de faire une marche, par jour. Donc, heu, donc voilà et une autre chose aussi que je voulais ajouter, un petit conseil un petit conseil du coup de pharmacienne, pour aider justement à mieux gérer la fatigue, le stress, ça va être vraiment de faire une cure de magnésium. Donc, voilà, donc pour aider justement à mieux gérer le stress et la fatigue qui en découle. Parce que le magnésium, en fait, quand on est stressé, on va, pomper dans nos réserves de magnésium. Du coup, on va être carencé en magnésium et cette carence en magnésium provoque du stress. Donc c'est un cercle vicieux. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de faire une ou deux cures par an. Et là, en l'occurrence, moi, je conseillerais quand même de faire une cure juste avant ou avant et pendant le ramadan. Donc ça peut vraiment nous aider, surtout avec nos modes de vie actuels, le travail. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous stressent au quotidien. Et voilà, du coup, de faire une cure de magnésium, ça peut vraiment être un plus et changer la donne. D'accord, et justement pour cette cure de magnésium, est-ce que tu aurais des aliments à conseiller? Oui, donc enrichir son alimentation avec des oléagineux, donc tout ce qui est noix, amandes, les céréales complètes, D'accord. les dattes. Donc pendant le ramadan, on consomme pas mal de dattes, donc ça c'est bien pour l'apport en magnésium. Après, donc voilà, donc tous ces aliments-là vont être assez riches en magnésium. Le chocolat noir aussi, qui est riche en magnésium. D'accord. Et tout ce qui est légumineuse, enfin, en général, de façon générale, faut bien garder en tête, c'est important d'apporter tout ce qui est sain, tout ce qui est brut, les aliments vrais. Mhm. Ça va être riche en magnésium, mais ça va être aussi riche en plein d'autres choses. On a besoin en fait de tout ce package de vitamines et de minéraux pour le bon fonctionnement du corps. D'accord. Donc c'est pas juste donc une propagande marketing. Donc on a vraiment besoin au quotidien de ces vitamines-là. Exactement. D'accord.
Parce qu'en fait, à un moment, on entendait souvent, tu vois, à la télé, ça passait tout le temps, oui, la vitamine C, la vitamine C. Et voilà, parfois, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est juste les boîtes pharmaceutiques, en fait, voilà, qui sont là avec leur campagne publicitaire, ou est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, en fait? Alors, attention, là, je mets un petit bémol dessus. Ce qu'il faut faire attention, c'est que des magnésiums, il y en a plein de différents, mais ils ne se valent pas tous. Donc, ils ne se valent pas tous En grammage ou en qualité, tu veux en dire? qualité. Donc, ils sont pas tous pareils. Il y a D'accord. plein de formes différentes. Donc, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, par exemple, parce que c'est vraiment important. Mhm. Au niveau des compléments alimentaires, on a de tout sur le marché. Il y en a qui vont nous servir à rien parce qu'ils vont être mal formulés. Ça va être des formes qui vont être difficilement assimilables par le corps. Et il y en a d'autres à côté qui vont D'accord. être très efficaces. Donc, c'est important voilà, d'essayer de comprendre ça et de repérer en fait les bonnes formes. Par exemple, si vous prenez un complément alimentaire qui est bourré d'additifs, et ben finalement, on va apporter du positif à notre corps, mais on lui apporte aussi plein de toxiques. Donc, c'est pas top. Il faut faire attention à bien choisir. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même du marketing parce qu'il y a certaines marques qui sont très connues, qui vont faire des spots publicitaires, qui vont vanter tous les mérites de leurs compléments. Quand on regarde correctement sur l'étiquette, on se rend compte que finalement, soit c'est très peu dosé, soit c'est des formes qui sont pas chères, Mhm. mais qui vont être pas bien assimilées par le corps, soit c'est bourré d'additifs. À côté de ça, on a d'autres marques qui sont peut-être moins connues et qui sont peut-être plus chères aussi, mais qui vont être 1000 fois mieux au niveau qualité. Donc, il faut faire attention par rapport à ça, de bien choisir ses compléments pour vraiment en tirer un maximum de bénéfices. Mhm. Mais non, c'est pas marketing de dire qu'on a besoin de faire des cures de compléments alimentaires parce que notre alimentation, malheureusement, en fait, elle va pas suffire à nous apporter tout ce dont on a besoin parce que, en fait, ça, c'est à cause de l'industrialisation, en fait. Les sols sont devenus trop pauvres Mhm. et, par exemple, si on regarde une pomme aujourd'hui, elle va pas avoir la même teneur en vitamines qu'une pomme d'il y a 50 ans. D'accord. Donc, Avec les c'est pour OGM ça aussi, que, j'imagine que c'est plus la même qualité, quoi. oui, en fait, c'est ça, en fait, c'est à cause de l'agriculture intensive, voilà, l'exploitation intensive des sols, c'est un peu tout dénaturé, en fait. Donc, c'est pour ça que même si on a une alimentation saine et aussi notre mode de vie, Mm. on a, Mm. on a un mode de vie qui est quand même différent d'il y a 50 ans, 60 ans en arrière. Donc voilà, tout ça, ça rentre en compte et c'est important. À la base, ça reste vraiment d'équilibrer au niveau de l'alimentation, mais ça peut ne pas suffire et on peut avoir besoin de compléments. Et là, ça me fait penser aussi à un autre complément, par exemple la vitamine D. Mm. La vitamine D, il y en a très peu dans l'alimentation. Donc, c'est vraiment le soleil qui va faire qu'on va produire de la vitamine D. Mais pendant l'hiver, on va pas avoir, on voit pas assez le soleil en fait. Et même s'il y a du soleil, les rayons UV ne sont pas assez puissants pour qu'on produise assez de vitamine D. Donc, on va avoir besoin aussi d'apporter de la vitamine D, donc soit sur la période hivernale pour les adultes, Mhm. ou soit toute l'année pour les enfants. Et pareil, là, il y a différentes qualités. Enfin, voilà, voilà. Ça pourrait faire l'objet. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, je sais, mais par exemple, juste pour voilà, le cas de la vitamine D, en fait, une carence en vitamine D, donc c'est quoi les effets? Alors déjà, on va avoir une baisse au niveau de l'immunité. D'accord. Donc la vitamine D, c'est vraiment la base pour avoir un bon système immunitaire. Mhm. Après, ça va être au niveau de l'absorption du calcium dans les os. Donc pour les enfants, ça va être la croissance. Donc D'accord. c'est pour ça qu'on insiste dessus pour les enfants, c'est pour qu'ils aient une bonne croissance et des os solides. Pareil, par exemple, pour des femmes en post-ménopause, en ménopause, on va avoir les os plus fragiles. Donc si on n'a pas un bon apport en vitamine D, eh ben, on peut avoir des répercussions au niveau osseux. Il y a vraiment beaucoup d'effets. Il y en a certains qui sont encore à l'étude, mais vraiment, c'est une vitamine D essentielle. Et pour en revenir aussi au magnésium, eh bien, le magnésium et la vitamine D, ils fonctionnent ensemble. Donc voilà, donc si on apporte beaucoup de vitamine D et pas de magnésium, eh ben, on va pas avoir les effets optimaux si on apporter les deux ensemble. D'accord. Donc oui, en fait, ouais, en fait, ils Bon. marchent ensemble, quoi. On a besoin de les consommer ensemble. D'accord. Voilà, mais de façon générale, hein, toutes les vitamines et tous les minéraux, le corps est très bien fait. Il y a tout qui fonctionne ensemble. C'est pour ça que c'est important de ne pas prendre les choses individuellement, mais de regarder de façon globale comment le corps fonctionne, de quoi il a besoin pour fonctionner de façon globale. Et voilà, essayer de favoriser vraiment tous les aliments. Et après, au cas par cas, par exemple, à tel moment, j'ai besoin de telle vitamine pour m'aider. À un autre moment de l'année, je vais avoir besoin
de telle autre vitamine. Enfin, vraiment, après, ça se fait au cas par cas. Mhm. Mais le magnésium et la vitamine D, c'est vraiment les deux qui vont être essentiels pour toute la population. On ne prend pas de risque à se supplémenter comme ça. On en a vraiment tous besoin. Et là, je suis sûre que si on fait une prise de sang demain, je suis sûre que toi et moi, on va être tous les deux carencés en vitamine D. Donc, D'accord. pour te dire, c'est vraiment une très forte proportion de la population qui sont carencés Mhm. en vitamine D et magnésium. Donc, c'est important Surtout, de penser à ça. surtout en France, j'imagine, on voit tellement pas le soleil que voilà quoi. Bah, D'accord. c'est ça, Mhm, mhm. c'est ça. Et Et du coup, pour... là, le magnésium, ça peut vraiment nous aider justement pour le mois de jeûne, pour le niveau mental, en fait. Et surtout pour les personnes aussi qui ont des problèmes au niveau du sommeil. Ça peut vraiment être une aide. D'accord. Et est-ce que tu aurais une marque précise à conseiller justement pour les gens qui savent pas? Parce que tu dis il suffit de regarder sur la boîte ou sur l'étiquette, mais Oui. voilà, de nombreuses personnes, les gens du commun, ils ne savent pas en fait tout ça. Donc est-ce que tu aurais des marques à conseiller? Alors, j'aurais pas une marque particulière à conseiller, Mhm. mais ce que je peux vous dire, c'est quand vous allez acheter votre magnésium, regardez à ce que ce soit du bisglycinate de magnésium. Ça, c'est un D'accord. exemple d'une forme qui est bien assimilée. Dans le magnésium, il y en a pas mal d'autres formes qui sont bien. Par exemple, il y a le citrate aussi de magnésium qui peut être bien. Mais voilà, si je peux vous en donner qu'un seul, ça va être le bisglycinate de magnésium. D'accord. Et maintenant, alhamdoulilah, on retrouve vraiment plusieurs marques qui proposent ce magnésium-là. D'accord. Un autre exemple, par exemple, si je vous dis magnésium marin, le magnésium Ah marin, oui, oui, c'est oui. celui qui est le plus connu, Oui. mais du coup, c'est un des moins bons magnésiums. D'accord. Ok, oui, parce que c'est très très connu et ça a tendance à être pas cher aussi. Exactement, parce que c'est une forme de magnésium qui est, voilà, c'est de l'oxyde de magnésium et c'est une forme qui est pas très bien assimilée. Il y a certains magnésiums marins qui sont associés, par exemple, avec des vitamines du groupe B, enfin pour aider à mieux le fixer. Mhm. Donc on va dire que c'est moins pire, mais voilà, ça reste une forme bon marché, donc c'est mieux que rien. Si on n'a pas les moyens, c'est mieux que rien, parce qu'il n'y a pas de danger à le prendre, mis à part que ça va pas être bien absorbé par le corps, ça va être éliminé. Mais si on a la possibilité, c'est mieux d'aller s'orienter vers du bisglycinate de magnésium. D'accord, d'accord. Ok, c'est noté. Et en fait, par rapport Voilà. au ramadan, tu l'as déjà dit, mais pour résumer, en fait, quelles sont les erreurs fréquentes dans cette préparation que l'on fait en général pour le mois de ramadan? Et ben, pour moi, l'erreur principale, c'est justement d'oublier cette préparation physique. Hmm. Parce qu'on va penser à tout, mais sauf à ça. Et l'autre erreur aussi qu'on voit souvent, bah, du coup, qui rejoint cet oubli de préparation physique, c'est que souvent, juste avant le ramadan, eh ben, on va vouloir manger. On va vouloir faire des festins, on dit, ah, on profite, c'est vite, après, on aura le ramadan. Oui. Et du coup, bah, on va avoir un apport alimentaire excessif. Hmm, hmm. Et là, on va avoir en fait tout le contraire de ce qu'on souhaite. On apporte l'alimentation excessivement au corps, donc du coup, l'entrée au jeûne va être un peu plus brutale, même psychologiquement, parce que le corps est habitué à avoir beaucoup de nourriture et fréquemment la journée. Du coup, quand on va arriver au mois de jeûne, eh ben, c'est un stress pour l'esprit, pour le corps aussi. Et on va avoir du coup plus d'effets secondaires les premiers jours, parce que le corps va devoir enlever toutes ces toxines, va devoir travailler plus, et du coup, on va avoir les effets secondaires dont on a parlé tout à l'heure pour les premiers jours. Donc pour moi, ça, c'est l'erreur principale, c'est d'oublier cette préparation et de manger en excès juste avant. Ça surcharge le foie et ça surcharge l'estomac. D'accord, oui, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, il reste plus que quelques jours, on va attaquer ce mois, comme si on allait mourir de faim. Et on a Oui, tendance, voilà, à se faire des petits festins juste avant, ce qui est totalement déconseillé. moi je me rappelle quand j'étais jeune, à chaque fois, la veille du ramadan, on allait manger un tacos. Ouais, ouais. Parce que on se disait, ah là, on va jeûner. Après, pendant le mois de jeûne, les tacos, bon, on mange Mm. pas trop dehors, ça donne pas envie, c'est assez lourd. Oui, oui, Et en fait, on profite, on va vite manger un tacos la veille. Et on n'était pas les seuls à penser comme ça, parce que bien sûr. à chaque fois, les tacos étaient bondés, en fait, la veille du ramadan. Mm, mm. Mais le problème, c'est que c'est tellement lourd qu'en fait, on commence le mois de jeûne en se sentant pas bien. Enfin, on a tous, on le sait, en fait. Dès qu'on mange quelque chose de trop lourd, on se sent pas bien, on se sent bah, justement trop lourd. Et les premiers jours sont plus difficiles. Ouais. Donc, voilà. Oui, effectivement, ouais. En fait, c'est les gens, ils se disent, je vais pas manger pendant l'iftar un tacos. En général, c'est pas ce qui se fait, donc ouais, ils en profitent Voilà, la veille, quoi, pour leur dernier tacos avant un mois, comme si c'était quelque c'est chose ça. d'insurmontable de ne pas manger un tacos, tu vois, pendant un mois. Oh là là, où est-ce qu'on Bah en est? oui, c'est illogique, mais bon, c'est vrai que c'est une erreur qu'on fait souvent. Mm, mm. Et une autre erreur aussi, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de ne pas ajuster son rythme de sommeil, bah, justement en se couchant très tard, juste avant le ramadan. Donc ça, c'est important aussi de le garder en tête. Essayer de se coucher tôt avant le ramadan
pour garder cette énergie et pour que ces changements brutaux de rythme soient pas trop brutaux en fait pour notre corps. D'accord, d'accord. Et comme tu le sais, en fait, il y a beaucoup de personnes, voilà, alhamdoulilah, il y a beaucoup de reconvertis, etc. Et d'ailleurs, on espère que ces podcasts leur servent, parce qu'en général, ils se retrouvent souvent seuls. Donc, il y a beaucoup de reconvertis qui vont vivre notamment leur premier mois de Ramadan. Quel conseil donnerais-tu à ces personnes-là? Alors, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de se rappeler que le Ramadan, ce n'est pas le mois de la nourriture. Hmm. Donc, c'est bien plus que ça. Donc, par rapport à la nourriture, donc première chose, donc tous les conseils que j'ai donnés avant, essayer de se préparer physiquement avant. Et au moment du Ramadan, donc au moment de l'iftar, de pas se précipiter, de pas se jeter sur la nourriture, Hmm, hmm. de manger lentement, de commencer voilà par des dattes, de l'eau, de prendre son temps pour éviter justement les troubles digestifs et de pas oublier de bien boire. Donc de bien boire régulièrement tout au long de la soirée. Donc de se rappeler que c'est pas le mois de la nourriture, c'est le mois du renouveau, c'est le mois des efforts, de l'endurance, de la patience, c'est le mois du Coran. Donc vraiment essayer de privilégier ce côté spirituel, essayer de se fixer des petits objectifs, des objectifs simples hein, pour éviter de se frustrer, mais de fixer des petits objectifs spirituels. Hmm, hmm. Donc pour se rappeler vraiment de l'essence même du Ramadan, de pourquoi on jeûne, voilà, donc de ne pas se focaliser uniquement sur le jeûne au niveau de l'alimentation, mais de bien penser à tout ce qu'il y a autour. Oui, c'est vrai que Euh, c'est pas forcément facile parce que là, nous, on en parle parce que on a jeûné toute notre vie, tu vois. Mais c'est vrai que pour une personne qui oui, a jamais jeûné de sa vie et qui se dit, ah, je vais même pas pouvoir boire de l'eau, même pas pouvoir m'hydrater, tu vois, c'est vrai que psychologiquement, ça peut être compliqué pour ces personnes-là. Et le soir, t'imagines, voilà, dès que c'est l'heure de l'iftar, voilà, oui, c'est vrai que psychologiquement parlant, c'est totalement différent de nous parce que nous, toute nos vies, on a jeûné. Eux, c'est la première fois qu'ils vont jeûner et qu'ils vont se retrouver donc à toutes ces épreuves en fait, que ce soit la faim, oui. la soif, bah, le manque au niveau physique, que ce soit la caféine, tu vois, les sucres rapides, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Du coup, oui, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est s'entraîner avant. Mm, mm, Essayer de jeûner avant le Ramadan. Essayer de jeûner le lundi, essayer de jeûner le jeudi. Même de commencer, par exemple, par le jeûne intermittent. mm, mm. Essayer de réduire, en fait, d'espacer plutôt le temps entre deux repas. Voilà, pour s'entraîner petit à petit. Et aussi, le conseil, enfin, ah oui, une information du coup que j'aimerais leur donner, c'est de ne pas paniquer. Les premiers jours sont les plus durs et ensuite le corps s'adapte. Mm. Donc de ne pas prendre peur par rapport à ça. Donc si le premier jour ils ont l'impression que c'est insurmontable, que c'était vraiment dur, et ben de se rappeler que c'est dur pour tout le monde les premiers jours, mais que ça va pas être comme ça pendant tout le mois. Mm, Au mm. bout de quelques jours, le corps il va déjà s'adapter et après ils vont se rendre compte que ça va être beaucoup plus facile. Même au début, par exemple, s'ils sont très fatigués les premiers jours, ils peuvent prendre peur et se dire, oh là là, mais comment je vais faire pour tenir un mois? Je suis trop fatiguée. Mais en fait, après, le corps s'adapte et du coup, on a même un regain d'énergie. Mm, mm. C'est Que- exactement ça. C'est exactement ça en fait. Les premiers jours, certes, ils sont assez difficiles, mais ensuite le corps s'adapte tellement bien en fait que on ne ressent plus tout ça. On ne ressent plus les effets secondaires en fait de ce manque de faim, de cette soif, et au contraire, on a même un regain d'énergie. Et honnêtement, Oui, on se dit mais subhanallah quoi, tu vois, je suis mieux que si je mangeais. Franchement, exactement. tout le monde s'est dit ça en fait. Je me porte beaucoup mieux que si je mangeais en fait à midi, etc. Et donc voilà. Et en plus, faut dire ce qu'il en est. Là, on est en hiver, en plein hiver. Si on regarde vraiment les faits, en fait, on saute juste le repas de midi en fait. Parce que le soir, on Oui, mange c'est à ça, en une fait, on heure. est facilité. On est beaucoup plus facilité, ouais. Et aussi, le conseil que je pourrais leur donner aussi, c'est d'occuper son esprit, de pas penser juste voilà, à manger, parce que c'est vrai que le cerveau, il va y penser constamment pendant la journée. C'est ça. Mais c'est d'occuper son esprit à d'autres choses essentielles pendant le Ramadan. Par exemple, bah, essayer d'aller plus à la mosquée, d'être au contact de personnes de la communauté, de parler de religion, d'écouter des podcasts, d'écouter des conférences, d'apprendre par exemple sur les prophètes. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour vivre sa spiritualité, pour renforcer ce lien avec Allah, se rappeler que c'est Allah qui nous facilite. Parce que jeûner pendant le mois du Ramadan, c'est pas comme jeûner le reste de l'année. On a une certaine facilité. Subhanallah, on ne pourrait pas l'expliquer, mais on ressent vraiment une facilité qu'on ne pourrait pas ressentir à une autre période de l'année. Parce que c'est vraiment Allah qui facilite. Et il y a vraiment un bienfait dans ce mois qu'on ne retrouve pas ailleurs.
et se rappeler aussi que toutes les bonnes actions qu'on va faire pendant ce mois-là, elles comptent beaucoup plus. Donc, essayer de faire, voilà, de faire d'autres choses pendant ce mois-là. Et, euh, et oui, voilà, essayer de renforcer sa spiritualité plus que de penser uniquement à la nourriture. C'est ça en fait, il faut bien comprendre que c'est pendant ce mois béni qu'est descendu le Coran. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en fait ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc vraiment en fait, Allah Azza wa Jal ne parle pas ici de nourriture, il ne parle pas de faim, de soif qu'on va ressentir, non. Il nous dit clairement, focalisez-vous sur le Coran, en fait, focalisez sur le Coran afin bah, afin d'être bien guidé en fait et de Oui, comprendre c'est ça. et de comprendre la bonne route à prendre et surtout en fait de méditer parce que on ressent la faim certes mais on ressent aussi énormément d'autres choses et notre cerveau j'ai l'impression se focalise beaucoup plus aux choses essentielles en fait. Le fait de ressentir cette faim en fait ça nous coupe un peu de ce train de vie tu vois capitaliste tu vois, et Mm. on a des pensées déjà, certes, pour les personnes qui manquent de nourriture, en fait, que ce soit en Afrique, que ce soit Mm. partout dans le monde. Et, et c'est vrai que voilà, ça nous aide à méditer un peu sur tous ces points. Exactement, ça nous aide aussi, comme tu as dit, à se recentrer sur les choses essentielles de la vie. Le fait de souffrir, enfin, ouais, de souffrir, entre guillemets, de la faim toute la journée, comme tu as dit, ça va plus nous sensibiliser à la cause des personnes, justement, qui n'ont pas d'argent pour se nourrir. Et du coup, ça va être l'occasion de faire plus de sadaqa, de penser plus à son prochain. Enfin, vraiment, c'est un travail sur soi, en fait. Se rappeler que le ramadan, il est là pour nous aider à nous réformer, nous aider à être des personnes meilleures et surtout que ça a un impact pour le reste de notre vie. Par exemple, le manque de faim, ça va aussi impacter notre mental, on va être plus irritable, on pourra avoir des sautes d'humeur. Donc il faut se rappeler que le ramadan, c'est aussi maîtriser ses émotions. Oui, Donc si on a réussi à maîtriser ses émotions pendant 30 jours, donc on a fait l'effort de le faire chaque jour pendant 30 jours, en fait le but, c'est ensuite de pouvoir le faire au quotidien tout le reste de l'année. Donc, pour toutes les personnes qui vont jeûner pour la première fois, voilà, se rappeler que c'est pas juste se priver de nourriture, mais c'est vraiment essayer d'être une personne meilleure à la fin, de pas se comparer aux autres, hein, aller progressivement chacun à son rythme, essayer de se fixer par exemple un objectif et puis le tenir. Et le fait de l'avoir fait pendant 30 jours, c'est le temps suffisant pour vraiment ancrer une habitude dans son quotidien. Et après, une fois que le ramadan est terminé, eh ben, on continue dans la même direction. On n'arrête pas tout, on retourne pas comme on était avant. On essaye vraiment de faire perdurer les effets du ramadan bien au-delà. c'est exactement ça en fait. Il ne suffit pas simplement d'avoir de bonnes habitudes et de prendre de nouvelles bonnes habitudes, mais aussi se débarrasser des mauvaises habitudes. Et on a un mois pour C'est faire ça. cela et vraiment essayer de garder ça même à la fin du ramadan. Parce que on a tendance en fait inconsciemment durant le mois de ramadan justement à avoir de bonnes habitudes, à faire plus attention, etc. Même à la façon de s'exprimer, tu vois, pour ne pas Mm, briser le cœur des gens, tu vois, on fait attention à comment on s'exprime, on fait attention à comment on interpelle quelqu'un, on fait attention aux mots qu'on utilise, on fait attention à ne pas se mettre en colère, on fait vraiment attention à énormément de points différents. Et mm, le fait est qu'une fois que ce mois est passé, on a tendance à se relâcher directement. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une erreur que l'on fait tous. C'est de, voilà, de dire, ah c'est bon, c'est plus le ramadan, je peux retourner à mon train-train quotidien. Non. Une fois qu'on a pris ces bonnes habitudes et qu'on s'est débarrassé de ces mauvaises habitudes, on essaye d'implémenter ça dans notre vie et tout au long de notre vie justement, en fait, pas seulement pendant un mois dans l'année. Et surtout, en fait, le but de cela, c'est que au bout d'un certain temps, voilà, au bout d'un certain temps, 20, 30 ans, ben, qu'on est devenu vraiment une meilleure personne. Et ça, c'est mm. très important de prendre conscience de cela. C'est que, en fait, par exemple, durant ce mois béni, vous allez apprendre certains versets, vous allez apprendre certains bons comportements. Et voilà, le but, c'est vraiment que ça s'accumule au cours de votre vie et que vous ne restiez pas au même stade alors que quand vous aviez 20 ans, quoi. Comme tu l'as dit, on fait les choses inconsciemment. Ça veut dire que pendant le ramadan, inconsciemment, on va délaisser certaines mauvaises habitudes. Mm. Inconsciemment, on va essayer de s'améliorer. On peut le faire consciemment certaines choses, mais en général, ça se fait en fait naturellement. C'est ça. Et inconsciemment, une fois que le ramadan se termine, on retourne à nos mauvaises habitudes. Donc je pense que c'est important aussi de conscientiser certaines choses. Par exemple, de se fixer, comme je disais tout à l'heure, vraiment de se fixer quelques objectifs
peut-être de le noter. Enfin, chacun a sa propre méthode, chacun va savoir ce qui est plus efficace pour lui. Mais essayez par exemple de noter, ce ramadan-là, je veux progresser sur tel et tel point. Comme ça, on sait, on a conscience qu'on le fait volontairement. Et une fois que le ramadan est terminé, on a conscience qu'il faut tenir. Donc, il faut pas retourner, il faut pas délaisser cette habitude qu'on a prise ou il faut pas retourner à cette mauvaise habitude qu'on a délaissée. Donc, tout se fait naturellement, mais quand même essayer de conscientiser certaines choses pour que ce soit plus efficace et que ce soit plus durable. Maintenant, en fait, on va vraiment s'attaquer, parce que là, ça fait quand même 1 heure de podcast, on va vraiment s'attaquer au cœur du sujet concernant ton métier, ton cœur de métier, concernant les personnes atteintes de maladies chroniques, que ce soit les diabétiques ou encore les cardiaques, et ceux qui ont de l'hypertension. Comment peuvent-ils adapter leur traitement durant ce mois de jeûne? Oui, donc on va essayer de ne pas faire trop long pour les auditeurs, mais c'est vrai que ça, c'est une question très importante. Donc, il y a des personnes pour qui le jeûne va être complètement contre-indiqué Hmm. parce que leur état de santé ne le permet pas. Donc ça se voit avec son médecin. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir un diabète déséquilibré, une hypertension non contrôlée, une maladie cardiaque grave, ou qui prennent certains médicaments essentiels à leur vie, qu'ils ne peuvent pas modifier et qui sont incompatibles avec le mois de jeûne. Donc ça, c'est très important de le savoir. En général, ces personnes-là le savent, mais c'est important qu'elles prennent conscience que si c'est contre-indiqué, il faut pas jouer avec ça en fait. Allah nous facilite aussi. On a le droit, on ne peut pas jeûner. Déjà, si on a une contre-indication formelle au niveau physique. Mhm. Mais comme on disait, le mois de Ramadan, c'est pas que le jeûne. Il y a plein d'autres choses qui entrent en compte. Donc, si vous ne pouvez pas jeûner, vous pouvez quand même profiter de ce mois de Ramadan avec d'autres actions, en lisant plus le Coran, en renforçant votre spiritualité, juste cuisiner pour les personnes qui jeûnent, vous gagnez des hasanat. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc, essayez de ne pas culpabiliser ou de ne pas être triste, de ne pas pouvoir jeûner si c'est votre cas. Oui. Ensuite, il y a des personnes sous traitement qui peuvent jeûner sous certaines conditions. Et là, pareil, ça se fait pas tout seul. Il faut l'avis du médecin. Et moi, je vous conseillerais toujours de faire le point avec votre pharmacien au niveau des traitements. Parce que parfois, il y a des adaptations qui sont nécessaires. Par exemple, je prends le cas d'une personne qui a un médicament pour faire baisser la glycémie. Bah, soit il ne pourra pas jeûner, ou soit alors il faudra décaler la prise de ce médicament. Mais on ne décale pas la prise de médicament tout seul pour éviter soit des surdosages, soit des sous-dosages, ou soit que ce soit complètement pas adapté en fait. Donc voilà, dans tous les cas, si vous avez un traitement, peu importe le traitement, peu importe la maladie, à partir du moment où on a un traitement, il faut absolument faire le point avant que le ramadan commence. Donc je sais que c'est pas évident parce que parfois les patients ils ont peur. Moi j'ai déjà eu plusieurs fois le cas de personnes qui me disent ah non non moi je dis pas à mon médecin que je jeûne, hein. Sinon je vais me faire engueuler, il va me dire que c'est non. Bah, parfois c'est justifié de vous faire engueuler parce que vous ne pouvez pas le faire et c'est très dangereux pour votre santé. Parfois on tombe juste sur des médecins qui sont pas ouverts d'esprit, qui vont pas qui vont juste vous dire ah non 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 vous jeûnez pas, mais sans vraiment chercher à Ah, comprendre. ouais. Donc c'est important aussi d'avoir une certaine confiance avec son médecin, de trouver un médecin avec qui vous pouvez parler de vous, en fait, de votre quotidien, que vous pouvez parler du jeûne sans vous sentir jugé. Et ça, je sais que pour le médecin, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas forcément choisir son médecin, mais vous avez l'autre option aussi, c'est le pharmacien. Donc c'est important de trouver un pharmacien qui va être à votre écoute, qui va vous expliquer les choses et qui va faire le point avec vous sur vos traitements. Et pas simplement vous dire ah non, 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 vous jeûnez pas. Et derrière, on va avoir des personnes qui vont quand même vouloir jeûner et qui vont le faire à leur sauce, qui vont adapter un peu à leur sauce et traitement. Donc c'est important, voilà, même s'il y a des professionnels de santé qui m'écoutent, c'est important vraiment d'être à l'écoute du patient pour qu'il se sente en confiance et qu'on puisse vraiment être efficace et pas prendre de risques, en fait. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est totalement ça. En fait, faut aussi dire le climat dans lequel on vit, en fait, en France, avec cette islamophobie, voilà, totale, hein, décomplexée. Donc, Mm. c'est vrai que les patients, voilà, ils ont pas envie voilà, de dire ce qui se passe dans leur vie, tu vois. Ils ont pas envie de dire, oui, moi, je suis Mm. musulman, je jeûne. Malheureusement, on Exactement. arrive à un niveau de folie, voilà, tellement énorme voilà, on peut même pas se confier à son médecin. Voilà, et ça c'est vraiment très très grave, je tiens à le souligner. Il faut aussi comprendre qu'il y a énormément de personnes âgées qui en font qu'à leur tête. Voilà, parce qu'ils ont jeûné toute C'est leur ça, en vie fait. en fait, ils ont jeûné toute leur vie,
et ils veulent continuer. Et c'est compréhensible parce que c'est tellement un mois béni, ils veulent en bénéficier eux aussi. Et ils pensent, comme tu as dit, juste à la partie je ne mange pas, alors qu'il y a plein d'autres activités à faire, Mm. spirituelles bien sûr, voilà, et de culte aussi. Mais voilà, ils se limitent, ils pensent au jeûne et ils veulent jeûner avec les autres. Mais voilà, il ne faut pas mettre en danger sa santé. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit tout simplement que pour les personnes âgées, les voyageurs, bah, si vous ne pouvez pas jeûner, il n'y a pas de souci. Vous avez juste besoin de quoi? De payer la fidya. La fidya, c'est quoi? C'est de nourrir un pauvre par jour, en fait. Bah, tous les jours Mm. où vous ne pouvez pas jeûner, bah, vous nourrissez une personne. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas jeûner pendant 30 jours, eh ben, vous nourrissez 30 personnes, en fait. Et c'est simplement ça. Donc, on a énormément de facilité. Ça sert à rien à aller à contresens. Exactement, et c'est pour ça, pardon, que c'est très très important d'instaurer un climat de confiance entre le pharmacien et son patient, parce que c'est important aussi de l'aider dans sa volonté. Si vraiment il veut jeûner et qu'il peut jeûner, ou qu'on peut adapter les traitements, etc., il faut pas hésiter à le faire. Et si vraiment on peut pas, il faut pas hésiter aussi à sensibiliser la personne, lui expliquer qu'elle peut pas jeûner, lui expliquer pourquoi elle peut pas jeûner, lui expliquer les risques si elle jeûne, ce qu'elle risque et tout le reste, enfin tout le contexte qu'il y a autour du Ramadan et pas seulement le fait de jeûner. Mais c'est vrai que pour ça, faudrait voilà, les médecins et les pharmaciens sont quand même sensibilisés sur ça. Ils sont au courant que les D'accord. personnes malades, en général, ils sont au courant que les personnes malades ne peuvent pas jeûner. Moi, par exemple, à la fac, on a eu un cours spécial sur le Ramadan. D'accord. Bah, c'est incroyable On a eu ça. un cours. Ouais, on a eu un cours où la personne qui intervenait, donc c'était pas, enfin, je ne pense pas que c'était une personne musulmane, après Allahu a'lam, mais elle expliquait donc qu'est-ce que le Ramadan, elle expliquait comment adapter certains traitements, elle expliquait aussi comment voilà amener la discussion avec le patient pour pas le braquer parce que après voilà on peut se retrouver avec des gens qui vont jeûner en cachette Oui. et ça peut être dangereux. Et aussi, il faut être ferme quand c'est contre-indiqué. Et ben, c'est contre-indiqué parce qu'on ne met pas sa santé en danger. On ne met pas sa vie en danger, alors que Allah lui-même nous a donné l'autorisation de ne pas jeûner. Allah est clément et miséricordieux. Allah, il sait mieux que nous. Donc, si il nous permet de ne pas jeûner dans certains cas, parfois, voilà, il faut juste bien réexpliquer aux gens. Et voilà, si vous ne pouvez pas jeûner et que c'est contre-indiqué, c'est forcément qu'il y a une raison. Donc voilà. Et ce que tu disais, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas tendance à se confier à notre pharmacien. Moi, par exemple, je ne me suis jamais confié à mon pharmacien, je ne vais pas lui poser des questions, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce secret professionnel entre le pharmacien et le patient aussi. Exactement. Et aussi, c'est peut-être parce que tu n'as peut-être pas beaucoup de traitements ou quoi, mais c'est vrai que, en général, les personnes âgées, elles aiment beaucoup discuter au comptoir. Bien En sûr. Elle général, elles nous cherche racontent, quelqu'un avec qui parler, quoi. C'est ça? oui, voilà, elles nous racontent beaucoup leur vie. Et après, voilà, quand c'est des patients qu'on voit régulièrement, on les connaît. Mm. Là, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'on les voit chaque mois pour leur traitement. Donc, on peut discuter avec eux. Et c'est important de le faire bien avant le Ramadan. Pour, surtout, par exemple, chez les diabétiques, les personnes cardiaques ou quoi que ce soit. Donc, de discuter avec eux bien avant. Donc, si la personne, elle discute pas avec nous, nous, en tant que professionnels de santé, c'est important parfois de poser quelques questions. Voilà, juste pour essayer d'amorcer une discussion. Et si vous vous sentez pas en confiance avec votre pharmacien ou si vous n'êtes pas à l'aise avec lui, eh ben, l'avantage, c'est que des pharmacies, il y en a sur tout le territoire, il y en a partout. Donc, il ne faut pas hésiter à changer de pharmacie. C'est Donc, c'est une chose exactement qui est plus ça. compliquée à faire avec son médecin, mais il ne faut Oui. pas hésiter pour la pharmacie. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de choix en termes de pharmacie qu'en termes de médecin traitant. Ça, c'est un C'est fait, ça. ça. Ouais, ouais. Et par exemple, lorsque l'on tombe malade et qu'on a une angine durant le mois de Ramadan, on nous prescrit souvent de l'amoxicilline, comme tu sais, qui est un antibiotique avec une posologie bien précise. Comment faire dans ce cas, en fait? Alors ça, c'est le cas typique qui est très, très important. Donc, première des choses, si vous devez consulter le médecin pendant le ramadan et qu'il vous prescrit des médicaments, c'est important de lui signaler que vous jeûnez. Comme ça, il pourra vous prescrire quelque chose qui va être compatible si votre état de santé du moment vous permet de jeûner. Ça, c'est important parce que pareil, j'ai déjà eu le cas de patients qui osent pas le dire à leur médecin. Et du coup, moi, je vois l'ordonnance amoxicilline 3 fois par jour. Mm, mm. Donc, je demande à la personne si elle jeûne ou alors je lui rappelle la posologie en la regardant pour voir sa réaction. Et puis, en général, enfin, j'ai déjà eu le cas une fois d'une dame qui me disait, ah non, mais moi, je jeûne, du coup, je prendrai pas celle de midi. Ou alors, est-ce que je peux prendre 2 fois le soir? Mm, mm. Donc, point très important à retenir pour tous les antibiotiques. Les antibiotiques, pour être efficaces, il faut qu'ils soient à une dose suffisante.
Si on prend un antibiotique à une dose trop faible ou qu'on espace les prises plus que nécessaire, on prend un risque d'avoir une antibiorésistance. Ça veut dire que le corps, les bactéries en fait vont développer un mécanisme de résistance et la fois d'après, ou même cette fois-là, vous n'arriverez pas à vous soigner correctement. L'antibiotique ne sera plus efficace. Et on peut aussi avoir des cas de surdosage, par exemple, si au lieu de prendre matin, midi, soir, vous prenez matin à l'heure du phtol et puis quelques heures après, 2 heures après, vous reprenez une autre dose en vous disant, bah voilà, là au moins j'ai mes 3 doses par jour, et ben là on est en surdosage et du coup on peut avoir des effets secondaires. Donc c'est très important pour les antibiotiques de respecter la posologie et si il y a une modification de traitement à faire, de le faire avec le pharmacien et de ne pas le faire tout seul. D'accord. Oui, il faut faire très attention quand même. Ce sont des médicaments. On parle de médicaments, on parle d'antibiotiques. Ce ne sont pas des bonbons en fait. Il ne faut pas en faire qu'à sa Mais tête. C'est très très important. voilà, et peu importe le traitement, vraiment, je le répète, et j'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment important de pas se dire, ah bah c'est bon, ça change rien si je le prends à tel moment. Enfin, il y Mhm. a des médicaments, si vous le prenez le ventre vide ou si vous le prenez à distance des repas, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter. Donc, c'est important de ne jamais modifier une prescription seule, de demander au médecin, de demander à son pharmacien. Et du coup, pour le cas de l'amoxicilline, qui se prend par exemple en 3 prises, eh ben, on peut, avec le médecin, remplacer par un autre antibiotique qui se prendrait seulement matin et soir. Et donc là, qui serait compatible avec le jeûne. D'accord. Oui, c'est très intéressant. En fait, il y a plein de facteurs à prendre en compte, hein. Donc c'est pour ça, il vaut mieux Oui, consulter son médecin si on peut, et si on peut pas, au moins voir son pharmacien. exactement. Le pharmacien, il ne pourra pas changer l'antibio tout seul, Bien sûr. mais il peut appeler le médecin au téléphone et demander une modification, par exemple. Mais voilà, s'il y a besoin d'adapter un traitement ou quoi que ce soit, voilà, n'hésitez pas à demander. D'accord, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup Monia, hein, franchement pour ce podcast, c'était très très intéressant et surtout enrichissant. Et où est-ce qu'on peut te suivre et en apprendre plus en fait sur ce sujet ou les différents sujets que tu abordes notamment? Oui, alors vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, pharma.mama avec 2 A. Et voilà, donc sur le compte, je partage des conseils santé, plutôt axés naturels. Et voilà, et ma vie de maman, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et merci en tout cas à toi pour cette invitation. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici et de pouvoir m'exprimer et me sentir utile pour la communauté. Vraiment, barakallahu fik et merci beaucoup pour C'est cette opportunité. c'est moi qui te remercie et franchement, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que ce n'est pas facile voilà, de gérer tout ça. Voilà, tu travailles, tu as les enfants, tu dois gérer tout ça et en plus tu as ta page Instagram, tu as plein de trucs à gérer en même temps. Merci beaucoup d'avoir libéré un peu de ton temps pour nous et pour les auditeurs. Qu'Allah Azza wa Jalla te récompense pour cela. Et j'espère te revoir surtout très bientôt sur le podcast. Avec plaisir. Et bah, franchement, ça serait idéal pendant le mois du Ramadan, par exemple. Donc, très très bientôt, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent nous suivre, n'hésitez surtout pas à nous laisser un avis si vous voulez. Si vous voulez laisser un commentaire, allez-y. Voilà, on jette un coup d'œil. De toute façon, on répond à tous les commentaires. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur YouTube, Instagram, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum.